Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui est consacré aux champignons, ces grands recycleurs qui sont souvent méconnus ou en tout cas pas valorisés à leur juste valeur. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir Davide Cassino, qui est avec nous depuis la Belgique. Donc bonsoir Davide. Bonsoir. Et nous avons aussi Naïs qui est avec nous pour justement recueillir les questions que vous allez pouvoir poser dans le chat pendant toute la présentation. Alors, peut-être avant de démarrer le webinaire directement, tout le monde ne nous connaissant pas, on a coutume de faire une courte présentation de l'association État Sauvage qui organise du coup ce webinaire. Donc, David, si je veux bien la slide suivante. Je Merci. t'en prie. Merci. Donc, État Sauvage est une association qui est encore assez jeune. On a un peu plus de 6 ans d'existence et on est une association de préservation de la biodiversité en France métropolitaine. On a deux grands axes, deux grandes missions, en fait. C'est celle de sensibiliser le public, et c'est dans ce cadre-là qu'on organise notamment ce webinaire et ceux que vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube. On organise également des ateliers sur le terrain, notamment en forêt. On espère que vous aurez l'occasion peut-être d'y participer. Et puis on a un deuxième axe d'intervention, qui est celui de la préservation, du coup, des écosystèmes. Et pour ce faire, l'association achète des forêts en France, pour le moment, et les met en libre évolution. On crée ainsi des réserves pour la vie sauvage sous toutes ses formes, justement. Et à date, l'association détient 7 forêts pour 45 hectares. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter aussi et à nous soutenir si vous avez envie également que ces actions puissent se développer en France et peut-être au-delà des frontières françaises. Et puis, je vais maintenant présenter notre intervenant pour ce soir, pour ce webinaire. David Cassinet, David Cassino, qui est-il? Et donc il est belge, vous l'aurez compris, et donc il est pas très loin de nous, mais c'est la première fois qu'on a un intervenant évidemment au-delà de nos frontières. Il est guide nature, il est aussi mycologue et formateur et animateur. Donc vous aurez également le lien si vous souhaitez en savoir plus sur ses activités et les ateliers qu'il peut proposer. Il est particulièrement passionné justement par les champignons depuis plus de 15 ans. Et il sensibilise aujourd'hui, donc en Belgique, auprès de différents publics, à la préservation et à l'observation de cette merveilleuse nature pour qu'on justement on la protège un petit peu mieux, puisque, comme le dit l'adage, on ne protège bien que ce qu'on connaît bien, ce qu'on connaît bien. Donc, Davidé, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, je m'appelle David Ecachine, donc je fais rapidement une représentation. Je suis, comme ça a été bien dit, justement guide nature breveté au Cercle des naturalistes de Belgique. Pardon. Pour ceux peut-être qui connaissent en Belgique, voilà. Mais voilà, le nom porte un petit peu partout en Europe malgré tout. Mycologue de terrain, essentiellement, formateur, animateur et surtout, vulgarisateur. C'est un petit peu ça finalement mon objectif depuis quelque temps, c'est essayer de rendre la matière, cette matière ou d'autres, accessible à tout le monde, à tout âge, à toute personne, pour que cela soit plus digeste et que ce soit plus agréable. Vous m'en direz tant ce soir si c'est plus agréable. Dans tous les cas, on va commencer justement avec ce webinaire sur les grands recycleurs, sur ces décomposeurs, comme on les appelle, comme j'aime bien les appeler, parce que comme ça tout le monde comprend. C'est vrai que parfois vous pourrez entendre, si vous avez déjà fait des sorties, ou bien dans des littératures, parler de champignons décomposeurs comme étant des saprophytes ou des saprotrophes plus récemment. Alors, ça veut dire un petit peu la même chose dans les deux mots. Pour simplifier et mieux comprendre un petit peu les deux mots, finalement, ce sont tous les deux racines d'un ancien grec. Sapros qui signifie pourri, hein, la pourriture. Et pour le premier, donc phyton qui fait, disons, rappel à la plante, au végétal. Et pour le deuxième, donc saprotrophe, qui est trophée dans l'ancien latin qui veut dire se développer, tout simplement. Donc, enfin, se nourrir, pardon, se nourrir de la matière pourrie ou de la matière organique morte, par exemple. Dans les deux cas, bon, moi, je vais avec des composeurs, comme ça, je suis sûr que tout le monde me comprend et on va pouvoir faire les premiers pas vers cet univers plus que fantastique. Bien. Pour commencer, on va se demander un petit peu ce que c'est un champignon. Et, pardon, bien que la question puisse paraître anodine,
Et je crois qu'il y en a beaucoup qui, parfois, en fait, ne savent pas encore que les champignons sont un règne à part et ne font pas nécessairement donc partie, comme j'en ai entendu récemment encore, des plantes, par exemple. On va voir ici pourquoi. On va essayer de rapidement comprendre, hein, de manière à ce que ce soit encore une fois digeste. Donc en fait, on a trois règnes des plus connus, hein. Donc plus récemment ici, le règne fongique chez les champignons. Mais avant, on avait celui donc des animaux, le règne animal, et puis le règne végétal. Et donc, les différences chez les champignons par rapport, par exemple, aux plantes, déjà d'une manière tout à fait visuelle, il y a le fait que ben, les arbres et les plantes portent en eux des branches, des feuilles, qui leur permettent, en fait, en résumé, de faire une photosynthèse, de produire de l'énergie et de se nourrir à partir de ça, à partir de ces outils-là, entre autres. Si vous regardez les champignons, vous pouvez prendre n'importe quel champignon vous connaissez. Ce champignon ne contiendra ni de branches, ni de feuilles, ni quoi que ce soit. Alors là, déjà, c'est une première différence visuelle. La deuxième pourrait être avec les plantes, qu'en fait, on dit que les plantes sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se nourrir, entre guillemets, je simplifie, sur place, sans devoir se déplacer. Comme je l'avais expliqué ici précédemment, les plantes et les arbres, sauf quelques exceptions, ont des feuilles et donc peuvent se permettre de rester sur place et de se nourrir grâce au soleil, à la lumière, à l'eau, etc. Que le champignon, en fait, lui, il va plutôt se déplacer. Alors, pas le champignon que vous voyez ici sur la photo à gauche, par exemple. Lui, on y reviendra hein, pour expliquer un petit peu cette partie-là. Mais en tout cas, si vous regardez plutôt à droite, nous avons ce qu'on appelle le mycélium, ces cordons blancs là. Eh ben ça, en fait, ça se déplace. Et ça, c'est, si vous voulez, le vrai corps du champignon. Ça se déplace et ça fait des dizaines, des centaines de mètres ou plus parce que ça a coutume de se déplacer. Les champignons sont des grands aventuriers, du moins le mycélium. Et donc la différence est là, c'est que le mycélium va se déplacer pour aller chercher de la nourriture un peu comme un animal. L'animal, par exemple, eh ben, lui, il va se déplacer quand il a faim, il va chasser sa proie, puis pour la manger, ben, il va faire tout ce qu'il faut, il l'ingère, et la digestion se passe après, in fine. Tandis que chez les champignons, chez le mycélium, une fois qu'il trouve la nourriture qu'il doit décomposer, il va envoyer des enzymes qui vont digérer avant cette matière, ils vont la liquéfier littéralement, et puis ben, ils vont absorber la matière qui a été liquéfiée. Donc en fait, les champignons vont un petit peu manger à la paille, si on peut dire ça comme ça. Ils digèrent à l'extérieur et puis ils absorbent. Donc il y a là différentes choses qui nous permettent de comprendre que ben, on n'est pas chez les animaux, on n'est pas chez les plantes, on est chez les champignons, et donc c'est un règne à part. Et encore une fois, comme je l'ai dit, un règne bien fantastique. On n'est qu'au début, en fait, des petites infos que je vais vous transmettre ce soir. La partie que vous voyez donc sur la gauche, ce beau strophère qui est là, en fait, ce n'est que la pointe, si vous voulez, de l'iceberg, hein. Donc, les champignons qu'on voit qui sortent du sol, ce n'est pour faire un résumé que l'organe de reproduction. D'accord? Ce serait un peu comme voir une pomme dans un pommier. C'est un petit peu pareil. Le but final, c'est quoi? C'est de propager les graines et puis bah, essayer de se reproduire. Alors, en parlant justement de graines, voici quelque chose d'intéressant qui est le cycle de reproduction chez les champignons. Alors là, il y a quelque chose qui est simple et facile. Bon, chez tous les champignons, ça se passe comme ça. Qu'on parle des champignons décomposeurs, qu'on parle des champignons symbiotiques, donc qui s'associent avec les plantes et les arbres, ou bien des champignons parasites, finalement, la démarche est la même. Nous avons un champignon qui est à maturité, donc on voit cette partie émerger du bois ou du sol. Et la plupart du temps, hein, chez les champignons avec un chapeau, on va avoir en dessous du chapeau, quand ce champignon arrive à maturité, les spores hein, qui vont être libérés. Les spores, ce sont les graines des champignons. Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que la plupart des champignons contiennent les deux, pour simplifier, les deux sexes dans le même champignon. Donc, on a la spore femelle, pour simplifier, la spore mâle. Là, c'est aussi déjà une autre différence avec les plantes, surtout dans l'idée que les deux spores opposés doivent se retrouver pour pouvoir produire un champignon, enfin, ou plusieurs champignons. Ce que la plante n'a pas en général. Avec une graine, on fait des choses merveilleuses. Mais donc, ça, c'est la généralité, qu'il y a des cas où les champignons, parfois, ont besoin de quatre spores pour pouvoir se mettre en route et donner peut-être naissance à des champignons si les conditions
leur sont favorables. Alors, comment ça se passe? Ben, il y a une première spore qui va aller dans le sol, on va dire une spore femelle. Elle va faire un premier filament dans le sol humide, elle va chercher de la nourriture. Donc ça, c'est déjà le mycélium primaire. Une fois qu'elle se nourrit, une fois qu'elle boit, eh bien, il faut qu'elle aille finir son parcours, il faut qu'elle aille trouver finalement la spore opposée. Et une fois qu'ils se retrouvent, les deux, au départ mycéliums simples, vont devenir des mycéliums, donc mycéliums primaires vont devenir des mycéliums secondaires. Et c'est à ce moment-là uniquement, sauf exception, en fait il y a toujours des exceptions chez les champignons, c'est ça qui est bien, mais en fait on va rester dans les généralités. À ce moment-là, donc quand les deux se retrouvent, font un mycélium secondaire, ce qui donnera un mycélium beaucoup plus complet, beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'outils, notamment génétiques, pour pouvoir survivre. Et quand les conditions paraissent favorables pour ces spores, pour ce mycélium, il va fructifier et va donner les champignons et le cycle est la boucle est bouclée. Voilà, tout simplement. Bon, alors, un petit résumé là-dessus quand même, parce que, euh, en fait, si je dois résumer les champignons décomposeurs, parce que ça a été les premiers à arriver sur Terre, en fait, enfin les premiers parmi les champignons, avec les bactéries, euh, je dirais qu'ils sont en fait créateurs de vie. On a besoin d'eux d'une manière tout à fait qu'en fait, je crois, on n'imagine pas, même moi, je n'imagine pas dans le fin fond des choses, parce qu'ils ont une capacité de mettre de nouveau, depuis la mort, une certaine vie. Les champignons, quand ils ont apparu, il y a eu donc un milliard d'années, hein, il y a eu un fossile qui a été retrouvé par des chercheurs d'un champignon et on suppose que il y a d'autres champignons peut-être qui datent enfin, qu'on pourrait trouver d'autres champignons qui datent de bien avant. Mais bon, restons déjà sur le milliard d'années, ce qui est pas mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les champignons commençaient comme décomposeurs. Ils se nourrissaient un petit peu de tout type de débris microscopiques différents. Mais comme ils ont toujours été de grands aventuriers, eh bien, à un moment donné, ils sont sortis de l'eau parce qu'ils ont commencé leur vie dans l'eau et ils ont été gratouiller un peu la roche parce qu'avant que terre ne se fasse, avant que sol n'existe, il y avait la roche pure et dure. Et ces champignons, en fait, pour résumer, ont permis les premiers cils minéraux, les premiers déchets qui en fait, avec disons, la digestion, etc., enfin, la décomposition que le champignon ont mis en place, a permis le premier substrat sur la roche pour que les plantes puissent finalement vivre, se développer. Et champignons, c'est aussi synonyme de 90% des végétaux sur Terre qui ne savent pas vivre sans eux. Voilà, par exemple. Bon. L'autre question, c'est où est-ce qu'on peut trouver ces champignons? En fait, je crois que la question devrait se poser dans le sens inverse, c'est où est-ce qu'on ne trouve pas en fait les champignons? Parce qu'ils sont un petit peu partout. Je n'exagère pas, ils sont un peu partout. Je vous ai mis là une petite liste tout simplement des endroits pour vous familiariser où est-ce qu'on pourrait les trouver. Et que si un jour vous dites, bah, tiens, j'avais lu une fois, c'était à la mer. Ben oui, à la mer, on peut retrouver aussi bien dans l'eau que, bon, c'est différent d'autres formes, hein, plus microscopiques. C'est pas les champignons que vous voyez là en photo que sur les dunes, etc. Donc là, il y a moyen de trouver de très chouettes choses. Donc en fait, on les trouve partout, surtout à partir du moment, en tout cas concernant les décomposeurs, à partir du moment où il y a de la matière à manger, morte ou semi-morte. Voilà, c'est ça qui va permettre l'existence de ces champignons et la diversité, entre autres, de ces champignons. Et comme je venais de le dire, justement, chaque microhabitat est un lieu d'existence pour les champignons décomposeurs connus, voire moins connus, parce qu'il y en a qui voyagent aussi, hein, avec le changement climatique, avec les températures, avec le vent, avec les pluies, et donc se permettent d'aller un petit peu dans des endroits différents, et peut-être, si on a laissé une certaine matière qui leur correspond, peuvent fructifier et finalement avoir un domicile ailleurs et continuer à vivre et à subsister. Dans les quelques finalement substrats qu'on connaît, bah bon, il y a les troncs, il y a les feuilles mortes, il y a les souches. Pour les choses un peu moins courantes, mais qui sont quand même toujours tout autour de vous, hein, les tiges, les plantes plus ou moins enfin les herbes plus ou moins grossières, les plantes à tiges, les plantes vertes aussi. Et puis, ben voilà, le compost, vous le savez, les déchets organiques également, mais là, c'est plutôt de manière type moisissure, microscopique, bien que quelques coprins
poussent dessus, donc sont visibles. Mais sinon, bah, les excréments, hein, les champignons décomposeurs s'occupent aussi de ça. Il n'y a pas que les bousiers. Et également les cadavres, tout type de cadavres en fait. En fait, tout ce qui tombe au sol, il y a là un champignon pour s'en occuper. Voilà, ou plusieurs. Et bon, là, vous avez quelques photos. Ce sont des photos personnelles, hein, évidemment. Et vous avez quelques photos qui montrent quand même bien l'occupation du territoire. Là, c'est sur un petit coléoptère juste à votre gauche. Il est en train de s'en accaparer pour le décomposer. Sur la droite, on a ce qui est une petite crotte. Et puis plus bas, à droite, là, c'est une tige comment on appelle ça, de renouée du Japon. Voilà. Donc les petites taches noires que vous voyez, ce sont des champignons. C'est pas une maladie. Enfin, si, c'est le champignon qui le décompose, mais il apparaît pas nécessairement quand la plante est vivante. Donc c'est pas nécessairement une maladie. C'est juste, il vient s'installer là quand la plante a fini son cycle. Et donc accélère le processus de dégradation. Euh, Là, vous allez passer donc dans un stade où je vais vous montrer quelques photos, une petite dizaine de photos, pour vous montrer en fait la diversité de champignons qu'on peut avoir chez nous. Alors quand je dis chez nous, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est pour vous dire que en Europe tempérée et tous les pays donc qui font partie de l'Europe, voilà, de manière générale, on peut tout à fait se retrouver face à ce genre de champignons qui sont plus ou moins communs. Je pense qu'il suffit peut-être juste de poser le regard autrement et vous vous rendrez compte qu'il y a quand même des choses qui sont là, à attendre qu'elles soient vues. Et donc ici, on va les voir plutôt en photo, ça sera plus parlant. Ce sont des choses qui se retrouvent en forêt, qui se retrouvent en parc, qui se retrouvent dans les jardins. Encore une fois, ça dépend aussi du type de substrat, ça dépend aussi du type d'exposition, de l'humidité, de l'ombrage, etc. Donc il y a vraiment aussi différents facteurs qui jouent là-dessus. Je vais pas faire de nom, ça va être plus simple et plus digeste, mais en tout cas, on va parler de photo de gauche et photo de droite. Sur la photo de gauche, on a plein de petites coupelles ou assiettes, petites assiettes jaunes, jaune orangé, qui est un champignon en fait qui va pousser souvent sur du bois décortiqué et bien humide. On voit là qu'il est bien humide. Je vous donne certains détails parce qu'on comprendra mieux plus tard pourquoi je dis tout ça. Alors, sur la droite, par exemple, vous avez ces espèces de petites croûtes comme ça, des boules noires qui sont très dures, hein, en fait, finalement, quand on les touche, qui poussent sur une écorce d'un hêtre, d'un vieux hêtre qui a été coupé. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, ce champignon-là, du genre Hypoxylon, eh bien, pousse exclusivement sur les écorces de hêtre récemment coupées. Donc là aussi, en fait, on se rend compte qu'il y a des spécificités et donc des milieux dont certains champignons ont besoin quand même. C'est pas tout et n'importe quoi, c'est une écorce d'un arbre spécifique, mais qui peut aussi jouer un petit peu. Il peut avoir les champignons peuvent avoir aussi un rôle de bioindicateur dans certains écosystèmes et peuvent nous en dire tant et plus sur la santé de l'écosystème. Puis des agarics que vous connaissez, hein, les cousins des champignons de Paris que vous achetez ou que vous cultivez. Ben voilà, c'est une grande famille. On en retrouve sur tout ce qui est prairie, on en retrouve sur tout ce qui est en fait espace ouvert, hein, mais aussi sur tout ce qui est lisière de forêt. En forêt, parfois aussi, il y en a. Donc voilà, ce sont des champignons qui en fait vont se nourrir d'un un tout petit peu de matière organique qui a déjà au départ été travaillée et retravaillée par d'autres et ils vont se contenter de peu. Et ils se nourrissent aussi de temps en temps, ça ils aiment bien, les crottins de cheval. On voit souvent d'ailleurs, c'est un petit peu en disparition par chez nous en Belgique, mais fut un temps, il y avait beaucoup d'agarics des rosés des prés qui poussaient en pagaille sur les champs, enfin en tout cas les prairies, là où il y avait des chevaux. En fait, je vais dire, mettaient cette matière à disposition pour les champignons et donc ça fertilisait davantage et ça leur permettait de pousser en grand nombre. À droite, c'est un autre champignon un peu particulier qui pousse en forêt, vous le voyez, hein, c'est un peu plus son milieu, lisière de forêt, forêt, mais aussi dans des parcs, mais surtout où il y a de la litière. Il y a de la litière, une certaine humidité quand même, et lui il va pouvoir pousser ben voilà, sur ce qui est déjà même vieux compost de vieilles souches qui ont déjà bien été traitées par d'autres champignons. Voilà, et aussi sur des endroits plus ou moins azotés, quoi.
Des tout petits champignons, on parlait de différents milieux. Là, sur la gauche, il y en a un que j'ai zoomé, hein, j'ai mis en plus grand pour voir un peu plus dans le détail. Ce sont aussi des petites assiettes un peu poilues comme ça et qui s'occupent de tout ce qui est, en tout cas ce groupe-là, s'occupe de tout ce qui est branchettes de différents feuillus, mais également des tiges éventuellement de quelques plantes plus ou moins sèches. Sur la droite, ben, c'est un champignon, c'est la colibri à pied velouté. Champignon comestible, décomposeur qui peut jouer aussi un rôle éventuellement parfois de décomposeur agressif, donc il est presque parasite. Enfin là, parfois les nuances sont un peu compliquées entre parasite et décomposeur, etc. Mais donc voilà, lui c'est surtout les gros arbres, les grosses souches de différents feuillus qui sont soit très malades ou bien déjà coupés et morts. Mycène, on a un tout petit champignon là sur la gauche, gris-bleu. Et comme vous le voyez, bon là j'avais pas ma macro, donc j'ai fait avec une petite loupe de botaniste et mon téléphone. C'est juste pour vous montrer que ça pousse parfois dans des milieux tout à fait incongrus. Là on est sur une façade, si on veut, ça a poussé sur une écorce d'un arbre vivant. Et donc je vous invite à aller voir ces arbres qui sont tapissés de mousse avec du lichen et tout ça, où il y a beaucoup d'humidité qui se garde. Mais il y a aussi un peu de déchets, hein. Donc lui, il est plus dans le microscopique. La litière sous la mousse, eh bien, va lui permettre de pousser. Il lui faut pas grand-chose pour que ce champignon se développe là et continue, lui, de décomposer ce qui n'a peut-être pas été décomposé par d'autres. Voilà. Les psathyrelles, un autre grand champignon de prairie de parc, lui aussi, c'est des milieux azotés essentiellement. Alors, une tige verte, c'est une tige verte de ronce, précisément. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est encore plus ou moins vivant, et on a quand même des champignons qui poussent dessus en tant que ça profite en tant que décomposeur et qui accélère le processus peut-être de mortalité de cette plante qui est peut-être en fin de vie. Vous voyez, on arrive dans quelque chose où on a quand même besoin de tout pour faire un monde. Sur la droite, on a aussi encore des tout petits champignons qui là se nourrissent d'une faine de hêtre, fruits de hêtre tombés. Et en fait, là, lui, il est plutôt généraliste, hein, bien qu'il soit tout petit. Ça ne lui dérange pas de s'occuper de plein d'autres déchets, de petits déchets organiques qui tombent, hein, des petites branchettes, des résidus de branchettes, des restes de glands, quoi d'autre encore, des bogues de châtaignes, parfois aussi, il y en a qui poussent à l'extérieur, ou il y a d'autres champignons aussi qui poussent dans les bogues de châtaignes. Je vous invite à l'automne, quand il fait bien humide, d'aller voir les vieilles châtaigneraies où on peut tomber sur ce genre de champignons qui sont plutôt bruns, aussi en forme d'assiette et qui poussent carrément dans la bogue de la châtaigne. Donc il y a vraiment, vraiment tout pour faire un monde. Et pour finir ici, les deux dernières photos, là on a les petits blancs là sur la gauche qui eux poussent en fait dans le cambium qui est en train de mourir des arbres. Donc là c'est encore un autre milieu particulier et différent par rapport aux autres. Et sur la droite, eh ben, on a quelque chose de plutôt généraliste aussi. On est chez les marasmes. Marasmes, il y en a beaucoup. Il y en a soit comme celui-ci qui vont pousser sur des grosses litières comme ça de feuilles où il y a beaucoup d'humidité qui se conservent. Ils vont décomposer un petit peu tout n'importe quoi, essentiellement des feuilles. Et puis il y a par exemple des marasmes qui vont être plus spécifiques, qui vont ne décomposer par exemple que des feuilles de chêne. Par exemple les marasmes du chêne. Enfin voilà, on va pas trop rentrer dans les détails. C'est juste pour vous donner une idée des milieux qui sont proches de nous, où est-ce qu'on peut observer ce genre de choses qui jouent un rôle quand même du plus petit au plus grand au niveau de la décomposition essentielle. Bon, ben voilà, on y vient. Le rôle que jouent les décomposeurs, c'est quand même des rôles plus qu'importants. Décomposition de masse, parce que d'ailleurs les champignons, ce sont quand même les seuls capables de décomposer la lignine et de décomposer en masse. On a justement de la diversité qui s'installe en termes d'insectes, en termes de micro et macro faune, qui vient justement profiter de ces, notamment des troncs qui sont ramollis, qui sont mis à disposition pour, pour eux, en fait, par les champignons. Voilà. Alors, la partie peut-être qu'on connaît moins, c'est au niveau des décomposeurs, il n'y a pas un décomposeur. Ce ne sont pas tous les mêmes décomposeurs. Ça, on l'a vu, il y a des différents milieux. Mais il y a aussi différents décomposeurs en fonction de la capacité du décomposeur. Et donc, on a trois types. On a les décomposeurs primaires, et puis ben, on va jusqu'au tertiaire, donc secondaire et tertiaire. Alors, pour faire simple, les décomposeurs primaires, ce sont tous ces décomposeurs qui ont un mycélium qui est très vigoureux.
C'est-à-dire qu'il sera capable de vite s'accaparer de la matière qui tombera à ce moment-là au sol et surtout qui seront dans la capacité de décomposer la lignine sans souci. La lignine étant une matière assez dure que les arbres, avec le temps, ont mis en place. Les champignons, il y a des champignons qui savent le faire mieux que d'autres. Donc là, on a par exemple sur la gauche les fameux pleurotes que vous retrouvez un peu soit dans les bois ou dans les grandes surfaces, tout simplement, ou chez les myciculteurs. Et les shiitakes sur la droite, là, on a les lantins du chêne, pour donner un nom français, qui poussent essentiellement sur les chênes. A priori, à ma connaissance, en Belgique, j'en ai jamais trouvé. Moi, ça ne serait peut-être tardé, en fait, en fonction du changement, justement, climatique. Mais en France, je sais qu'il y en a. Les lantins du chêne, il y en a, mais voilà, ils sont pas non plus courants, mais il y en a, ça existe. Et donc, ça décompose ces matières dures, ce bois dur chez le chêne. Pour le pleurote, par exemple, ben, c'est plus particulier. Il pousse essentiellement sur les hêtres, mais il peut aussi pousser sur différents autres feuillus s'il en a la possibilité. Donc ça, ce sont les décomposeurs primaires. Vous en avez un familier. Et voilà, ce sont tous ces décomposeurs qui sont très forts, qui ont des outils qui leur permettent de décomposer la première matière la plus dure qui tombe au sol. Puis on a les décomposeurs secondaires. Et là, c'est quelque chose, on rentre dans un flou total, même pour les meilleurs mycologues, parce que, en fait, sans l'arrivée des décomposeurs primaires qui attaquent cette lignine et d'autres matériaux durs là-dedans, eh bien, ces secondaires ne savent pas prendre place. Donc, eux, ils interviennent après parce que la matière, on va dire, a été un peu prémâchée. Mais ce qu'il y a, ce qu'on sait, c'est que ils ne viennent pas tout seuls, en fait, ces secondaires. Ce qui est très intéressant là derrière, c'est que les secondaires vont être de concert avec d'autres organismes invisibles pour se mettre en route. Et on sait que là-dedans, il y a justement différentes bactéries, pour ne pas trop rentrer dans les détails, et aussi d'autres moisissures qui vivent dans le sol, donc des champignons microscopiques. Et donc tout ce monde va se mettre en fonction ensemble, va travailler de concert et vont pouvoir coévoluer sur cette matière et coexister. Bon, évidemment, on ne verra que les champignons les plus grands, donc les macros secondaires, mais sachez que quand on sait voir un peu plus loin, qu'on se dit, ben, tiens, là on a un décomposeur secondaire, eh ben, on peut se permettre de réaliser qu'il y a en fait toute une autre myriade invisible de décomposeurs chez les bactéries et chez d'autres moisissures qui est en cours de, justement de décomposition, même si on ne les voit pas. Donc ça enclenche toute une vie invisible. Et ensuite, on a les tertiaires. Que dire des tertiaires? Ben, c'est simple, hein, ils poussent en général là où il reste plus grand-chose, comme le fameux agaric que je vous avais mis tout à l'heure. Il pousse sur une matière infime et pourtant, bah, on a bien besoin encore de ces champignons aussi pour justement mettre en route le mouvement dans le sol et aussi pour que ce champignon puisse vivre. C'est déjà bien qu'il y ait des champignons qui se contentent de peu. Et nous, à la fois, si parfois on sait en mettre dans l'assiette, bah, ça joint l'utile à l'agréable pour la parenthèse. Alors, une nuance que je tenais à faire là-dedans, c'est que on voit quand même au milieu des champignons qui sont sur un bois plus ou moins ramolli, mais quand même bois quand même, on le voit. En fait, c'est qu'il y a parfois des champignons décomposeurs qui sont un peu qui jouent deux rôles ou qui jouent même les trois rôles. C'est ça que je vous disais, c'est parfois un peu très flou et très compliqué. Il y en a notamment dans les strophères qui arrivent à être des décomposeurs primaires et puis ben, on les retrouve parfois secondaires et voire même tertiaires. Donc ils ont une capacité de faire tous ces cycles, d'autant plus que quand on passe d'un cycle à un autre, on complexifie justement les contacts et les mises en route, notamment comme chez les secondaires, pour pouvoir exister. Et donc ça demande des outils d'adaptation qui ont été mis en place depuis un moment pour pouvoir correspondre avec le microscopique qui va se mettre en route ensemble. Notre petite histoire que je voulais vous raconter très intéressante parce qu'il y a encore sur le côté non visible. Alors le pleurote qu'on voit là sur la gauche et je vais dire le coprin-pie aussi ici sur la gauche. Surtout son cousin le coprin chevelu qui est tout blanc. Ça il lui ressemble mais il est plutôt tout blanc. Il pousse surtout dans les milieux ouverts. Mais en fait, ils ont des stratégies pour subvenir au manque d'azote. Donc, quand ils ne trouvent pas nécessairement la quantité d'azote dont ils ont besoin dans la matière, eh bien, ils vont mettre en place des mécanismes, des ruses microscopiques dans le sol pour capturer des insectes, notamment des nématodes,
Et en fait, en les paralysant, après, bon, c'est comme des vers de terre, mais ils sont microscopiques, pour vous donner un peu une image. Ils vont les paralyser par des processus chimiques et après, ils vont les liquéfier et puis les boire un peu à la paille, comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est un peu dégueulasse comme schéma, mais en tout cas, ils peuvent comme ça avoir d'autres stratégies qu'on ne voit pas. Et ça, je trouve intéressant de vous le dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, mais souvent, la grande majorité des choses existent et fonctionnent bien dans ce qu'on ne voit pas. Et je vous le raconte ici dans la mesure où je peux vous le dire. Alors, il y a des champignons qui sont actifs toute l'année. Et donc là, clairement, on a des champignons qui sont très connus. Sur la gauche, on a les tramètes versicolores. Ce sont des champignons qui sont plutôt bisannuels, mais comme ils sont un peu durs, hein, comme type de champignons, eh bien, voilà, en fonction de quand ils sporulent, parce qu'ils sporulent pas, ils sporulent que quand ça leur convient, en fonction des températures et tout ça. Il faut savoir qu'il y a certains champignons qui peuvent mettre un peu en stand-by leur maturité et puis la lancer au moment où ça leur convient le mieux. La tramette, elle est un peu dans cette idée-là. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de l'avoir un peu toute l'année. Il y a, bah, ça en sont trois, mais il y en a plus que ça, évidemment, des champignons qui peuvent être actifs toute l'année. Il y a les oreilles de Judas, peut-être vous connaissez, là c'est la photo du milieu. Et ce champignon peut aussi exister toute l'année parce qu'il a une particularité très intéressante, c'est qu'il a la capacité de reviviscence. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça veut dire revivre pour simplifier les mots. Ce champignon, en fait, quand il sort en hiver, hein, de manière générale, et quand il fait bien humide aussi, il a la particularité que quand il fait trop sec et que ça lui convient pas, eh ben, il se dessèche. Il se dessèche, hein, il se recroqueville, devient tout dur, un peu comme un ou une chips, hein, ça dépend en fonction de chacun. J'entends parfois il y en a qui disent un chips ou une chips, enfin voilà, comme des chips. Et quand l'humidité est suffisante, leur tape dessus, les pluies, la rosée, etc., vient en contact avec ce champignon, eh bien il l'absorbe un peu, on va dire, par capillarité, si je puis dire, entre guillemets. Et du coup, il reprend la forme initiale. Il reprend la forme initiale et donc ce champignon a un petit peu la capacité de l'éternel. Voilà, il est là quand il y a la pluie suffisante et puis il se ressèche quand ça va pas et puis il reprend la forme quand il y a l'humidité suffisante. Sauf que bon, tout a une fin, qu'on se le dise, et à un moment donné, même s'il peut vivre comme ça pendant 1 an, 2 ans d'affilée, il va commencer enfin, ne plus avoir vraiment de forme à force de se répéter et donc il va se dégringoler avec le temps. Et puis sur la droite, ben, très connu, hein, on a les amadouviers, fameux champignon qui a permis notamment l'acquisition et puis la gestion du feu de nos ancêtres. Et là, c'est un champignon qui est dit pérenne, hein, tout simplement, mais là, on est sur un parasite. Si je l'ai mis, c'est parce qu'il y a une nuance. On est sur des parasites qui peuvent aussi être, euh, pas décomposeurs, mais presque, on va dire qu'ils sont opportunistes. Si on aura coupé le hêtre sur lequel il est en train de pousser, eh bien, il ne voit pas de raison de ne pas continuer à décomposer la souche éventuellement du hêtre ou le tronc du hêtre qui est au sol. Et il y a des exemplaires qui ont été trouvés avec 40 ans d'âge. Donc, ce sont vraiment des choses, des exemplaires extraordinaires qui nous font comprendre que ce qui leur intéresse à ces champignons, c'est vraiment euh, voilà, transmettre les spores et tant qu'il y a de la nourriture surtout, eh bien, décomposer un maximum, c'est vraiment leur rôle, quoi. Bon, la décomposition se passe par les enzymes, hein. Ce sont, si vous voulez, des protéines spécifiques que les champignons, enfin, que dis-je, le mycélium, hein, du champignon, ce qui vit sous la terre, va envoyer donc dans la nourriture, en tout cas dans ce qu'il a envie de décomposer, pour justement l'attaquer rapidement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, chaque champignon contient des enzymes plus ou moins différentes en fonction de la matière qu'il va décomposer ou qu'il doit décomposer. Voilà. Il y a des photos, surtout celle sur la droite, celle sur le milieu, on voit des énormes racines noires. Petite parenthèse là-dessus. Quand vous voyez ça, en fait, dans les forêts, ce sont vraiment des racines très résistantes, très, très dures. Ce sont c'est des rhizomorphes, hein, donc ce sont des gros cordons de mycélium des armillaires. Peut-être que vous connaissez ces champignons. Les armillaires, ce sont de très grands parasites, très rusés, qui laissent pas de place au temps, comme les amadouviers, aux arbres, parce qu'ils les décomposent à petit feu. Non, ces parasites-là, les armillaires, ils les décomposent très rapidement, en 2, 3, 4, 5 ans, et c'est fini pour l'arbre. Donc ces gros cordons noirs que vous voyez, c'est finalement le travail de ces armillaires qui sont passés sous l'écorce de l'arbre
Et parfois, les racines, comme ça, les rhizomorphes, ne sont pas arrondies, mais plutôt plates, en fonction de la résistance de l'écorce qui essaye de limiter ou qui l'écrase contre la paroi vivante du bois. Et donc, parfois, vous avez des cordons plats. Sur la droite, c'est du mycélium qui mange du bois. Hein. Imaginons que c'est justement la photo à côté, donc le gros tronc là qu'on voit avec les cordons noirs. Les cordons noirs, pardon, et décomposé par d'autres champignons aussi, hein, dans le sol, parce que sous ce tronc, il y a d'autres mycéliums qui prennent place. Et là, on se rend compte qu'un tronc qui était au départ très très dur devient quelque chose qui ressemble un petit peu à de la terre. De la terre, mais avant de devenir, de redevenir de la terre, eh bien, il va donner possibilité, éloge à une myriade, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'êtres vivants, du plus petit au plus grand. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces trois photos, on voit au milieu qu'il y a vraiment un énorme trou. Là, c'est un très très gros tronc d'un très gros arbre. Je ne sais plus si c'était un ancien frêne. Voilà, je ne sais plus. En tout cas, c'était une forêt mélangée. Voilà, là, je vous laisse libre cours à vous, l'imagination, de se demander qu'est-ce qui a pu aller gratter là-dedans. Peut-être pour s'abriter ou peut-être même pour aller chercher à manger. Voilà, donc ce sont mille et une possibilités pour la faune alentour, mille et un abris. Et surtout sur la photo de gauche, la première, c'est très comique. On voit qu'il y a eu une loge de pique sous un amadouvier. On a l'impression qu'il a cherché pour exprès pour la déco et aussi pour la protection à la pluie. En fait, autre petite histoire très intéressante dans l'invisible, hein, c'est que les pics par exemple ne pourraient pas exister sans les champignons. Alors je vais essayer de la faire courte. Quand les pics vont aller manger dans les troncs plus ou moins morts, je vais dire, parce qu'il y a des vers dedans, enfin des larves, pardon, et des fourmis et des coléoptères et des choses comme ça, eh ben, en fait, il faut savoir que les coléoptères qui y vivent essentiellement, et ces larves, se nourrissent de quoi? Ben, se nourrissent de mycélium de champignons et de spores de champignons. Alors, bon, pour la parenthèse, quelques-unes ont appris à le cultiver dans d'autres souches d'arbres, dans d'autres troncs d'arbres, donc quelques coléoptères. Ils cassent le mycélium, ils mettent dans des parois buccales sur les côtés spécifiques, et puis ils vont les cultiver ailleurs. Ils pondent les œufs et quand les larves elles sortent, eh bien en fait le mycélium il s'est développé entre-temps et les larves peuvent se nourrir déjà de ce mycélium. Et donc vous avez compris la fin, c'est que le pic qui va chercher de la grosse protéine pour se nourrir, il va aller prendre les grosses larves et ben voilà sur ces larves il y a oui le mycélium dans le bois et il y a aussi des spores un peu partout. Donc il va s'en mettre un peu partout autour du bec. Et puis il va les piqueter à gauche à droite. Et au petit bonheur la chance, si ce qu'il aura piqué, donc les spores ont la capacité de rentrer dans le bois, de percer le bois, de le ramollir, ben, 6 mois, un an après, quand le pic reviendra là où il a piqueté, en fait la matière est déjà travaillée, déjà ramollie. Il ne lui restera plus qu'à dégager le bois mou et à aller creuser dans le sens du champignon, dans le sens que le champignon aura avancé, tout simplement. Donc ça, c'est aussi le côté invisible des choses qui existent, qu'on ne sait pas toujours. Voilà. Et pour finir, donc ce bois devient des loges hein, par des porosités, des microporosités, etc. Et devient donc après de la terre. Et là, c'est une photo que je voulais vous montrer. Alors, je n'ai pas calculé les quantités ni quoi que ce soit, donc voilà, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Mais j'ai pris de la terre, hein, sur la gauche, dans ma main, c'est de la terre, enfin, du bois décomposé très fortement, donc qui ressemble à de la terre, à s'y méprendre. Et quand je le serre, hein, cette petite partie-là de bois, quand je la serre entre mes mains, entre mes doigts, vous voyez la quantité d'eau qui sort de là. Pourtant, la quantité n'est pas énorme, hein, du bois que j'ai en main. Eh ben voilà, imaginez-vous ces immenses troncs qui sont laissés au sol, ces gros tas de branches, de branchettes, etc. Ben, ce sont aussi des réserves d'eau, finalement, pour le sol également, quoi. Et pour les champignons qui vont puiser ça quand il fait sec. Ce qui est bien avec les champignons, c'est que quand ils travaillent à l'extérieur, parce qu'on les voit, parce qu'ils poussent, ils sortent d'un bois, ils sortent d'un substrat, on peut les observer. Eh bien, on ne se rend pas compte qu'en fait, ils font un énormissime travail sur cette matière et font bouger toute la vie autour, à l'extérieur, et en même temps font bouger de la même manière toute la vie en dessous du sol, parce que tout ce qui va tomber dans le sol de manière microscopique, les sels minéraux, les différents constituants du bois, etc., ben, vont permettre en fait aux vers de terre et tout ça de venir chercher toute cette matière et de la repartager dans le sol
et donc de brasser le sol, de faire également, comme dans les troncs, des macro-trous, des micro-trous, donc des porosités différentes, des tailles différentes, qui vont en fait aérer, comme dans le bois, ce sol, qui vont le remettre à la vie et qui vont en fait tout simplement faire un cercle, créer un cercle vertueux. Donc un champignon décomposeur, finalement, c'est un créateur d'existence et de possibilités euh, intra- et extraterres. Voilà. Une petite, pour terminer, une petite page sur ce qui peut affecter les champignons. Alors, je ne vais pas relever tous les points. Juste deux, trois points qui, pour moi, sont plus problématiques. C'est tout ce qui est, par exemple, intrants comme pesticides, herbicides, même pas les fongicides, en fait, parce qu'on a découvert que dans les herbicides, il y a des molécules qui vont aussi être mal supportées par certains champignons, et donc c'est des balles perdues, tout simplement. Parce qu'on compte attaquer des herbes et en fait finalement on ne se rend pas compte qu'on tue toute une fonge incapable de résister à certaines molécules là-dedans. Mais donc si on y ajoute les fongicides et compagnie, ben voilà, ça c'est la première cause qu'on pourrait de perte de champignons. La deuxième cause, ben, voilà, ça peut être le tassement, en fait, le tassement du sol par les machines, tout simplement dans les forêts qui vont couper les bois ou des choses comme ça. Et puis aussi la monoculture des essences. C'est-à-dire une seule et même culture dans une certaine quantité de forêt, même s'il y a d'autres, parce qu'on fait aujourd'hui des monocultures groupées, est diversifié. Donc, une fois, c'est X mètres carrés de hêtres, puis plus loin, c'est X mètres carrés d'érable, etc. Eh bien, voilà, ça, parfois, ça diminue les probabilités parce que moins d'espèces différentes, et parce que au lieu d'en avoir 150, on n'en a que 4 ou 5. Donc, ça diminue fortement, directement ou indirectement, la présence de certains décomposeurs. Dont ce bois ne leur convient peut-être pas ou ils n'ont pas encore les outils pour se développer dessus. Voilà pour les trois points pour moi essentiels. En conclusion, mais je vous ai déjà fait, à mon avis, un beau petit résumé en deux, trois phrases. Voilà, les champignons existent parce qu'il y a de la matière et parce qu'elle est diversifiée. Donc, différents champignons peuvent exister sur les différents supports. Chaque micromatière, pour vous donner une image, une idée, ben, c'est un micro-habitat possible pour ces champignons et pour les bactéries. Mais enfin, aujourd'hui, c'est les champignons, donc restons sur les champignons. Voilà, ben, en gros, ils créent la vie, ils créent la vie par la mort. Ils ont cette capacité-là, hein. Et plein d'autres choses, en fait, hein. Aussi, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, évite l'asphyxie, hein. Quand vous allez vous promener dans les bois, vous vous rendez souvent compte qu'il y a des lieux qui sont plus ou moins dégagés, en fait, hein. Il y a des feuilles qui sont plus ou moins rapidement décomposées. Il y a des sentiers, ben, on se dit, tiens, si on se le demande, chaque année, j'ai l'impression que la quantité est plus ou moins pareille de feuilles, en fait, où je marche dans ce sentier de forêt. Ben, c'est grâce à ces champignons. Sinon, tout s'accumulerait. Et en fait, on aurait des tonnes et des tonnes et des centaines et des milliers de tonnes, j'exagère pas, peut-être par an, parce que chaque arbre a des tonnes et des tonnes de feuilles, rien que par arbre, qu'il fait tomber au sol. Donc vous vous rendez compte si en plus il y a des branches, des branchettes, des fruits, des troncs, des cadavres, etc., qui tombent et qui s'accumulent, en 10 ans, les bois sont morts si on n'a pas ces décomposeurs, 10 ans peut-être même avant. Et plein d'autres points positifs hein, qui sont écrits là-dedans. Je ne vais pas tous les relever, mais j'ai envie de dire cultivons du champignon dans tous ses états. Voilà. Merci beaucoup, David, pour toutes ces informations partagées. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions dans le chat. On va essayer d'en prendre la grande majorité, mais je pense qu'on n'arrivera pas au bout de toutes les questions. On va essayer. On va faire au mieux. Du coup, peut-être des réponses courtes pour en traiter un maximum, si c'est possible. On va essayer de faire ça. Ce que je peux dire aussi, éventuellement, si les personnes ont besoin, elles peuvent en aparté, pourquoi pas me contacter, soit par mail, je peux donner voilà, ce genre de coordonnées-là pour qu'elles puissent avoir les réponses à leurs questions. J'y tiens. Extra. Alors, Super. Naïs, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, on peut commencer par une question. Donc, quelles sont les différences entre champignons, moisissures et levures? Oh,
Alors, en fait, c'est vrai, c'est une bonne question. Disons que on va parler plutôt de champignons de manière simple, de champignons macroscopiques supérieurs et inférieurs, si ce terme existe encore. On a des champignons donc qui sont, en fait, ils fonctionnent plus ou moins de la même manière. Pour ne pas trop rentrer dans le détail, ils ont tous cette idée donc de décomposer ce qu'on a oublié finalement au coin de la table, que ce soit un vieux morceau de pain ou des pâtes qui sont restées trop longtemps dans le frigo, etc. L'objectif finalement est le même, c'est la décomposition. Après, en termes comment je dirais, de vie biologique de de ces champignons, donc ce qu'il y a, c'est que certains champignons, comme c'était quoi la question? Il y a des moisissures et quoi d'autre tu avais demandé? Champignons, moisissures, levures. Alors oui, ben, on a les levures par exemple qui vont pouvoir se reproduire beaucoup plus rapidement parce ils ont la capacité de se dédoubler et donc finalement de se reproduire par eux-mêmes, par les spores directement ou en tout cas le peu de mycélium qu'ils font. Donc c'est ça qu'en fait on retrouve ce développement rapide chez les levures, mais aussi chez les moisissures, c'est qu'ils ont cette capacité de dédoublage très rapide qui va générer beaucoup de nouveaux champignons qui vont vite s'accaparer de la matière qu'un champignon en fait macroscopique, pour faire simple, hein, ben, lui, il aura absolument besoin de passer par la rencontre des deux spores pour pouvoir fructifier peut-être quand les conditions seront encore favorables. C'est pas dit. Parfois, le mycélium reste en latence dans le sol pendant plusieurs dizaines d'années ou plus. Ça dépend. D'accord, merci. Hem, est-ce que peut-on dire que certains champignons secondaires sont un peu carnivores puisqu'ils mangent des nématodes quand il manque d'azote? Oui, pardon hein, pour la lumière, j'ai mal mis mes spots, mais enfin, c'est la réponse qui compte, hein. Je souris parce qu'effectivement, c'est une question, encore une fois, très intéressante. Alors là, à chacun d'entendre un petit peu comme il veut, champignon carnivore, oui. On peut aussi dire comme ça, en fait, hein, les nuances existent. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que carnivore où ça profite, disons, opportuniste quand il a besoin d'une matière particulière. Il n'y a pas, voilà, il y a pas nécessairement une catégorie spécifique. Mais il y a des champignons, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, on a parlé du coprin et on a parlé du pleurode pour parler des plus connus. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a environ 200 espèces plus ou moins connues dans les champignons qu'on voit tous les jours, qui ont cette particularité-là, pardon, avec d'autres spécificités de décomposer ou de manger, de subvenir ponctuellement à ces besoins-là. Et ces besoins-là, ça dépend en fonction aussi de de la quantité de ces êtres vivants qui vivent alentour de ce champignon. Parce qu'après, c'est une question de ressenti. Il y a des espèces d'hormones qui sont dégagées par la présence de l'animal et que donc le champignon va détecter. Enfin voilà, il va mettre en place en fonction du champignon une stratégie ou une autre. Voilà. D'accord, et ces champignons ont-ils eux-mêmes des prédateurs? C'est super intéressant. Oui et non, en fait. Ce qui est génial chez les champignons, c'est que on est tous des vecteurs, en fait, pour faire simple. Donc même les habitants qui sont dans le sol, hein, qui aiment bien, par exemple, les colamboles, entre autres, qui adorent aller mâchouiller du mycélium et tout ça. euh, ben, en fait, ils vont en manger un bout et puis ils vont peut-être en perdre un bout sur la route. Et ce bout-là, il va pouvoir peut-être de nouveau repartir ailleurs et faire son chemin différemment. Il va donner des champignons. En fait, ça, on gardera la même génétique hein, finalement que l'autre mycélium qui était en train de grandir, qui avait été mis en place. Et donc, il va se dédoubler de cette manière. En fait, on ne fait que cultiver les champignons, on ne fait que les transporter. Nous-mêmes, hein, l'air est saturé de spores. Ça passe par la pluie, les spores, et ça se déplace sur plusieurs kilomètres, le vent. Et nous, sur nos vêtements, quand on se promène en forêt, dans nos chaussures, sous nos semelles. Et donc, quand on marche, on ne se rend pas compte qu'on sème, en fait. Et donc, même s'il y a des insectes à l'extérieur, par exemple des coléoptères, qui mangent certains champignons saprophytes, voire même parasites, ben, en fait, ils ne font que faire partie du jeu. Le champignon aura toujours le dernier mot parce que tout ça va lui servir d'aller être semencé plus loin, ailleurs, et donc de se répandre un peu mieux. Merci. Une autre question qui est revenue plusieurs fois sous plusieurs formes, c'est, à quel moment les décomposeurs primaires interviennent-ils? Quels sont les facteurs qui permettent leur arrivée? Et aussi, est-ce que les champignons peuvent attaquer, entre guillemets, «du bois sain»?
Alors, très bonne question. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses dans la mesure du temps, à quel moment ils peuvent intervenir et tout ça. Alors là, c'est une question qui est pour moi assez floue. Du moins, moi, je n'ai pas une réponse précise. Je dirais que ça dépend aussi de la quantité des champignons, en tout cas du mycélium de tel ou tel champignon, euh, décomposeur donc primaire, qui sera présent dans le sol et en fonction aussi de d'autres facteurs tels que l'humidité à ce moment-là qui est présente, donc le pourcentage d'humidité, tout ça qui va faire que il va réagir plus ou moins vite à la matière. Donc ça pour répondre déjà à une première question. Puis je crois qu'il y en avait au passage une deuxième, c'était euh, la décomposition avec quelque chose avec la décomposition? À quel moment les décomposeurs primaires interviennent-ils? Les facteurs qui permettent leur arrivée? Et les champignons peuvent-ils attaquer du bois sain? Alors oui, donc les facteurs qui permettent l'arrivée, pour faire simple, c'est justement la, comment, la présence en fait constante de bois qui est en train de prendre de l'eau là sur le terrain. Imaginons que on a maintenant aujourd'hui laissé du bois sur le sol pour la première fois hein, dans un sol, une prairie, pour donner un exemple clair. Eh bien, il faut compter environ, s'il y a déjà du mycélium, ça va plus vite dans le sol. Sinon, si la spore doit encore aller dans le bois ou voire s'implanter dans le sol sous forme de mycélium pour trouver du bois, il faut considérer à peu près, pour le petit bonheur de la chance, entre 3 et 6 mois déjà, pour par exemple les pleurotes qui sont très vigoureux, pour pouvoir aller atteindre ce bois qui aura pris l'humidité et qui sera resté constamment dans le sol. Maintenant, j'ai envie de dire pour la parenthèse que prairies ou autres milieux, en général, tous les sols où il y a un peu de vie sont bourrés de champignons comme de bactéries. Et donc, voilà, il y a certainement des spores au moins de différents champignons, notamment des pleurotes, qui attendent cette matière. En fait, c'est plus là la question, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser sur le terrain et ce qui va rester sur le terrain va être pris en charge après déjà 3 mois, déjà 6 mois, grand max, le temps que quand même il y ait un peu de pluie aussi qui rentre dans le sol et qui puisse mieux faire avancer le travail dans le bois. Parce que le forage, entre guillemets, ou certaines décompositions ne peuvent pas se faire sans l'eau dans le mycélium. Donc il y a aussi ces facteurs-là. Et est-ce que un champignon peut attaquer un bois sain? C'était ça l'autre question. Oui. Oui, mais alors, enfin, non, un bois sain, non. Non, je pensais à quelque chose, mais non, 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 même un parasite, en fait, ne pourrait pas. Un bois sain, ça veut dire ce que ça veut dire, si on parle finalement d'un être vivant, hein, parce que, voilà, il faut faire la nuance. Donc, si on parle d'arbres sains, il n'y a rien qui puisse rentrer dedans. Ce qui peut rentrer dedans, c'est quand il y a des blessures, c'est quand il y a des affaiblissements, que ce soit par manque d'eau, que ce soit par des chaleurs, des sécheresses excessives et des choses comme ça pour certaines espèces qui les mettent en fragilité. Mm. Alors, d'une manière ou D'accord. d'une autre, on va avoir ben, surtout, en fait, les parasites qui vont intervenir. Et pour la parenthèse, les parasites, c'est bon à savoir, finalement, ce sont des régulateurs de la bonne santé, finalement, des écosystèmes aussi, dans la mesure où bah voilà, ils mettent par terre ce qui ne marche plus et ils gardent que le plus performant. Merci. Bah, vous mentionniez les bactéries. On a une question qui est qui attaque en premier les matières mortes, les champignons ou les bactéries? Eh bien, très bonne question. Mhm. Alors, je n'ai pas une réponse claire et je ne fais pas des études en laboratoire pour regarder ce genre de choses, j'ai envie de dire malheureusement. Mais je dirais que tous les deux, en fait, attaquent très vite. Je prends l'exemple d'une feuille. Une feuille, par exemple, qui va être... en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils peuvent même attaquer en même temps. Ce n'est pas le problème, parce que les bactéries ne mangent pas, en fait, la même chose que les champignons. C'est-à-dire que les bactéries ne savent pas digérer la lignine, tandis que les champignons, oui. Même s'il est vrai qu'il y a des champignons décomposeurs qui savent décomposer aussi la cellulose, ce que font en fait les bactéries. Les bactéries, c'est ce qui leur intéresse plus dans de la matière organique, en fait, on va dire morte. Je prends l'exemple d'une feuille, peut-être à l'occasion, pensez à moi, promenez-vous dans les forêts et vous regardez les feuilles parfois qui sont soit anormalement toutes blanches, ou soit où il reste plus que les nervures de la feuille, ou bien même où ces feuilles sont un petit peu en dentelle.
On a l'impression que oui, il y a toute la silhouette de la feuille, mais il y a plein de petits trous jolis qui sont faits comme ça sur la feuille. Eh bien, si vous voulez, cette petite feuille en dentelle, les trous, les micro-trous qui sont faits dans la cellulose hein, qui est là, ben, ce sont les bactéries. Et en fait, comme les bactéries ne savent pas manger tout ce qui est autour, les nervures qui sont composées lignines, eh bien, ils laissent alors le boulot aux champignons. Mmh. Voilà, D'accord, très intéressant, on pensera à vous en forêt. c'est gentil. Hem et dans quelle partie de l'arbre se répand le mycélium? J'aime bien ces questions, j'aime bien. C'est dommage qu'on ne soit pas sur le terrain. Alors, ça dépend. C'est très difficile en fait à savoir. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que toujours en parlant donc de parasites, parce que ce sont les premiers à attaquer les arbres affaiblis, hein, les saprophytes viennent après, sauf vraiment des grosses exceptions, mais on va plutôt rester sur les parasites qui sont faits pour ça. Il y a, en fait, on sait qu'il y a des parasites qui ont certaines stratégies. Donc, il y a des parasites qui vont plutôt attaquer au niveau comment, du collet de l'arbre. Et donc, en fait, on va avoir différentes stratégies, différents étages de parasites. Et si on se promène, on se rend compte que, je ne sais pas moi, le polypore géant, il va toujours pousser, par exemple, aux extrémités des racines, entre les racines à l'extérieur du sol et le collet. Il va toujours s'en prendre là. Donc là, on sait que ça, c'est le polypore géant. Il n'attaque que cette partie-là, il affaiblit les branches, il déséquilibre le bois, en tout cas l'arbre, et il peut créer justement dangereusement des chutes d'arbres. Et puis on a d'autres champignons, par exemple comme l'amadouvier, qui lui va attaquer plutôt en hauteur, mais il va pas se déranger à voyager tout le long du tronc, mais qu'on va moins trouver au niveau des racines, mais plutôt à une hauteur approximative d'1 mètre sur la souche, par exemple. Et il y en a d'autres comme les armillaires, qui eux attaquent déjà à l'intérieur du sol, au niveau donc des racines affaiblies dans le sol. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, mais bon, ça, peut-être dans mes vidéos, vous trouverez une explication justement de comment fonctionnent les armillaires sur YouTube. Mais donc eux, ils vont titiller avec leur cordon noir, ils vont aller titiller d'abord dans le sol les arbres stressés, affaiblis, qui manquent de champignons qui les défendent, les champignons symbiotiques. Et donc ils vont déjà rentrer dans ces arbres affaiblis par le sol, ils vont pourrir déjà ces racines dans le sol, et puis ils vont pas se priver de continuer de monter, soit dans l'aubier et voire même dans le cœur de la plante, de l'arbre, et en même temps ils peuvent aussi le faire entre l'écorce et l'aubier, comme on a vu dans les photos, là, les dernières photos, avec ces cordons noirs. Et donc, on sait que certains parasites sont plus ou moins à certains étages des arbres. Mais dire où est-ce qu'ils ont attaqué là en ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est une coupe de l'arbre, ce que je ne souhaite pas directement, hein. Je préfère plutôt une petite étude pour voir l'évaluation des dangers ou pas, en fonction d'où se situe l'arbre. Et c'est seulement quand on aura fait la coupe qu'on peut voir le travail, entre autres, pour la parenthèse, de compartimentation de l'arbre, c'est-à-dire le travail de réaction de l'arbre. Et donc, on va avoir des dessins, pour simplifier, dans le tronc de l'arbre, qui vont nous montrer que quelque chose est rentré et qui a plutôt attaqué à ce point-là, qui a voulu se propager plutôt par là. Et on sait voir que sur la souche, si le tronc est coupé en plusieurs morceaux, ah ben tiens, en fait, la même trace, elle apparaît sur 2, 3, 4 mètres de long. Eh ben voilà, on peut supposer que c'est le même champignon qui était monté pour en même temps prendre la sève et puis essayer d'attaquer tout en montant à l'intérieur de ce bois, quoi. Enfin voilà, c'est assez diversifié, on ne sait pas dire sur un coup d'œil. Mmh, d'accord, merci. Une autre question. Avec le changement climatique, les forestiers importent des essences exotiques. Quel impact sur la fonge, sur la diversité des espèces? Alors, il y a plusieurs points de vue. Moi, j'aime bien garder le point de vue toujours optimiste. Euh, il y a effectivement des essences depuis même longtemps, hein. Je pense à certains pins qui ont été plantés à gauche à droite en Europe pour différents besoins. Et où en fait on avait compris qu'en l'implantant par exemple avec une partie du sol directement dans le terrain où ils doivent être plantés, ils poussaient mieux. Eh ben, ils poussaient mieux parce que justement on déplaçait avec ses racines tout un lot de micro-organismes, dont bactéries et champignons, notamment inféodés à cet arbre-là, qui lui permettaient de vivre sous nos latitudes avec les conditions qui sont chez nous.
on va dire en Europe tempérée pour généraliser. Et ça a amené des champignons, en fait, qu'on voit hein, sortir du sol, des champignons symbiotiques tout à fait uniques et qu'on appelle donc inféodés, qu'on dit qu'ils sont inféodés, qu'on n'aurait pas pu avoir, en fait, on va dire, sans l'arrivée de ces essences-là. Et en sachant que les champignons symbiotiques jouent un rôle quand même aussi essentiel, c'est que bah, ils maintiennent en vie des arbres et puis ils créent des connexions, ils créent des liens. Bon, c'est vrai, là je parle de plantes inféodées, donc il va pas chercher plus loin que la plante avec qui il est. Mais pour parler d'autres essences, ben, on peut penser cette idée-là. Il y a des champignons symbiotiques qui vont s'installer différents chez nous, qui vont peut-être pouvoir apporter des trucs et astuces en se connectant via les racines et le mycélium de ces champignons à des plantes plutôt de chez nous qui souffrent un peu face au changement climatique, qui peuvent apporter peut-être des solutions à plus ou moins long terme, en tout cas pour les générations d'après de ces essences qui souffrent actuellement, pour pouvoir mieux résister. Parce qu'en fait, il y a aussi des outils génétiques qui se transfèrent dans la plante, on ne va pas aller trop loin, et donc qui vont se transmettre dans les graines de cette plante, qui elle-même va féconder ces graines pleines de mémoire et pleines de bonne résistance pour les souffrances que ces arbres ont pu avoir, ou pour ce que les champignons ont pu leur apporter. En termes de décomposeurs, c'est aussi une nouveauté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un peu un jeu d'échecs et la vie, c'est le mouvement en fait. Et donc, il faut aussi un peu accepter ça. Enfin, dans la mesure où effectivement, il y a des choses qui sont importées tous, c'est un peu moins naturel, on va dire. J'en conviens tout à fait. Mais disons qu'on accélère les choses, tout simplement. Il pourrait y avoir des choses qui pourraient s'installer avec le temps plus lentement, mais quand même chez nous, par différents facteurs. Mais prenons le cas ben, en ayant certains champignons, déjà par exemple, il y a des années, on parlait de champignons symbiotiques qui disparaissaient suite à certains changements climatiques, au réchauffement climatique. Mais en fait, ça en amenait d'autres. Donc ça donnait la capacité à d'autres champignons de venir notamment créer des symbioses, des associations avec nos arbres et permettre d'autres, peut-être d'autres résistances. Dans les outils que ces champignons peuvent apporter. En termes de décomposeurs, ben, je pense un peu pareil. Oui, on amène un petit peu tout et n'importe quoi. J'avoue que je ne suis pas nécessairement non plus d'accord avec ça, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a beaucoup de nuances. Et en tout cas pour les décomposeurs, ben, on risque d'avoir des nouveaux décomposeurs. Le but, c'est que de toute façon, ça décompose la matière hein, et que ça puisse aussi accepter cette matière nouvelle. Donc, dans Mm. la parenthèse, si vous vous promenez par exemple dans des forêts d'épicéas plantées, hein, eh bien, quand vous voyez, ben, les épicéas, quand comment, les cultures d'épicéas sont compactées, on a les premiers mètres des branches toutes sèches, toutes mortes qui restent sur le tronc et qui ne tombent pas, contrairement aux feuillus qui font tomber leurs branches, qui se nettoient de leurs branches, quand en fait, il n'y a plus de lumière qui passe là en dessous. Et donc, ils vont privilégier l'altitude, ils vont faire plus de feuilles au niveau de la couronne, c'est toujours une question un peu de concurrence. Mais dans le bas, on n'aura plus rien, et on voit que chez nous, les feuillus ont des beaux fûts tout droits. On a l'impression que les gardes forestiers ont été coupés, mais que nenni, en fait, c'est plus propre que ça, j'ai envie de dire. C'est que là aussi, il y a des champignons qui débarrassent parce que l'arbre met en route quelque chose qui va se débarrasser des branches. Et en même temps, il va faire intervenir des champignons que nous avons dans nos écosystèmes ici pour cicatriser correctement. D'accord? Et donc, là aussi, il y a des champignons microscopiques qui façonnent le dessin de l'arbre, la structure de l'arbre, mais que, en fait, les épicéas qu'on a importés, ben, non pas parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu d'origine. Et c'est ça qui fait qu'ils gardent toutes leurs branches, par exemple. Et il n'y a pas de décomposeurs que chez eux ils pourraient avoir dans leur milieu d'origine qui décomposent et font tomber ces branches, par exemple. Donc il y a Mm. différents aspects qu'on peut regarder là. Hein. Il y a du positif, il y a du moins positif, mais je pense que quand même on gagne dans le positif. D'accord, merci. Bah, peut-être une dernière question. Alors, il y en avait pas mal d'autres, mais peut-être que bon, vous pourrez les poser Oui, ben, pas de souci, bien, pas de mais voilà. souci. Alors, comment aider les champignons, par exemple, dans son jardin? Mhm.
Eh bien, Mhm. j'ai envie de dire rapidement, ne rien faire. S'il y a des choses qui tombent au sol, enfin, j'exagère, hein. C'est vrai que parfois, on veut avoir un jardin un peu propre. Alors, ce qui est un peu intéressant de savoir, c'est qu'on peut faire un peu les deux, hein. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, comme on vient de le voir ici, c'est que c'est toujours un jeu de vie et de mort et de vie. La mort apporte la vie, inévitablement. Et donc, si vous voulez avoir une certaine un certain fonctionnement, une certaine, comment je peux dire ça, une certaine résilience qui s'installe dans votre jardin. Vous avez tout intérêt en fait à garder un coin où vous allez plus ou moins entasser des choses, des bois, de la matière organique et tout ça que vous n'allez pas toucher et que vous laissez en fait là se faire décomposer par les champignons, par d'autres insectes qui viendront après, par tout et n'importe quoi qui viendra profiter de ce beau milieu mise en place et laissée tranquille pour toute cette vie. Donc ça peut se faire. Après, pour ceux qui ont moins peur, qui ont plus un jardin punk, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi laisser des zones où il y a des herbes plus ou moins hautes, ce qui va faire que parmi les déchets où poussent ces herbes hautes, on va avoir davantage d'humidité qui sera conservée dans le sol, et donc d'autant plus intéressant pour les champignons et pour les micro-organismes d'être actifs toute l'année, parce qu'il y a plus souvent de l'humidité gardée au sol, quoi, par exemple, hein, entre autres exemples. Mais ce qu'il faut savoir aussi, pour résumer dans le détail, c'est que toutes les tailles comptent. Donc ne vous dites pas c'est qu'une feuille, ne vous dites pas c'est qu'une branchette ou c'est qu'un tronc. Ben, les troncs, évidemment, c'est beaucoup plus avantageux parce que ça se décompose, ça met beaucoup de temps pour se décomposer. Et donc ça veut dire que c'est une banque d'eau et de nourriture qui maintient actif une population sans doute gigantesque sous ce tronc et dans ce tronc de micro-organismes. Donc ça, c'est d'autant plus intéressant d'avoir un petit morceau de tronc à gauche à droite qu'on laisse là. Et puis toutes les autres tailles de déchets sont très bienvenues. Voilà, Bien, merci beaucoup. Se joignent à moi les remerciements dans le chat également c'est pour gentil. cette discussion. Et je Oui. laisse la parole à Julie. Merci Naïs, merci beaucoup Davidé pour cette vulgarisation sur les champignons qui du coup appellent de plus en plus de questions. Je pense qu'on est ensemble encore pendant 2 heures si on n'arrête pas ce C'est webinaire. sûr. On a repartagé du coup les moyens d'en savoir plus par la chaîne YouTube, par le site Oui, internet, également par la page Facebook, des tout à moyens fait. aussi de pouvoir reposer d'autres questions, de poursuivre les conversations. Donc voilà. N'hésitez pas. Peut-être s'il y a une slide qui récapitule tout, c'est peut-être l'occasion aussi de la passer. Je crois, Davidé, qu'il y avait une slide. Oui, alors, avec Voilà, les liens, c'est ça, utile et tout ça? voilà, super, oui. Je... Alors là, bon, bah, effectivement, il y a que deux liens, hein, mais fouillez un petit peu sur mon site internet, vous allez avoir tous les accès pour ceux qui utilisent différents réseaux sociaux, je suis dedans, et n'hésitez pas à me contacter. À la limite, c'est plus facile pour moi, je vais dire peut-être par Facebook ou ces choses-là, que par mail, histoire de ne pas être inondé par mail, parce que c'est mon mail pro, et donc voilà, je travaille avec ce mail-là. Sauf si, ben voilà, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre professionnel où il faut venir sur le terrain et tout ça, avec grand plaisir. Mais si ce sont uniquement des questions, on va dire juste informatives, alors faites-le plutôt par Facebook ou n'importe quoi, ou par YouTube, en fonction des vidéos que vous aurez vues. Ça sera avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous aussi pour votre participation très active dans le chat, pour l'intérêt que vous manifestez sur les champignons. On parle beaucoup de la faune, on parle de la flore, on parle moins des champignons et pourtant ils sont aussi passionnants. David, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Vous Merci à vous. retrouvez tout sur la chaîne YouTube ainsi que d'autres vidéos qui ont déjà été mises à disposition. Et on espère à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée! Au revoir.